Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle. Bienvenue dans Phénomène. J'avais envie de démarrer cet épisode différemment. Il est tourné vers le thème mots sans frontières. Donc aujourd'hui, je ne commence pas avec les miens, mais avec ceux d'une autre femme, Luba Jurgenson, qui est écrivaine et traductrice depuis le russe, qui enseigne la littérature russe à la Sorbonne et qui co-dirige la collection Poustiaki aux excellentes éditions Verdier. Dans Sortir de chez soi, paru aux éditions La Contralée en 2023, dans la collection Contrebande, elle dit « Traduire vers le dehors et non vers le dedans, quitter sa maison, errer sur les routes comme un orphelin alors qu'on a une madrelingua. Sacrilège. Je n'avais pas de padrelingua et j'attendais qu'une langue me ramasse et me crée. On dit langue cible, comme si la traduction était un exercice de tir ou un meurtre commandité. On dit langue source. Alors pourquoi cible et non embouchure? Du Tigre et de l'Euphrate, par exemple. Je suis plus à l'aise avec l'idée de départ et d'arrivée, un voyage et peut-être un va-et-vient. On peut rebrousser chemin, faire des allers-retours, se perdre en chemin, bifurquer, se laisser détourner. Arrive-t-on jamais ? Je trouvais cet extrait très beau parce qu'il célèbre la complexité et la beauté du travail de traduction. Il met en lumière la nature dynamique de ce travail et il nous invite à porter un regard nuancé et respectueux sur ce que signifie de porter des mots et des idées d'une langue à une autre. Il montre aussi à quel point ce voyage entre les langues est technique, mais aussi très intime, très personnel. Je voulais qu'on ait l'opportunité de réfléchir à l'importance cruciale que revêt la traduction littéraire. Les traducteurs et les traductrices nous offrent des ponts entre les mondes, les cultures et donc entre les individus. Aujourd'hui, plus que jamais, avoir ces ponts me paraît essentiel. Soutenir le travail des personnes qui les construisent est fondamental. J'ai donc le plaisir d'accueillir pour en parler Chloé Billon, qui est traductrice littéraire et interprète de conférences accréditée par l'Union européenne. Si vous avez écouté les épisodes précédents, alors son nom ne doit pas vous être inconnu. 2 de mes invités ont évoqué le travail formidable qu'elle effectue. Chloé Billon a débuté son parcours académique avec des études de littérature anglaise et allemande, avant de se tourner vers un cursus de bosnien croate monténégrin serbe, qu'elle conclut par le master de traduction littéraire de l'Institut national des langues et civilisations orientales, le célèbre INALCO. Elle a ensuite obtenu un diplôme de l'École supérieure d'interprète et de traducteur en interprétation de conférences, et elle est membre de la promotion 2017 de l'École de traduction littéraire du Centre national du livre, le non moins célèbre CNL. Mais Chloé ne se contente pas de traduire des œuvres littéraires, elle est aussi en charge de la veille d'information dans la presse croate et serbe et traduit des articles pour le Courrier des Balkans. Notre invitée d'aujourd'hui a traduit de nombreux auteurs et autrices bosniens, croates et serbes, parmi lesquels Renato Baretić, Robert Perišić, Bekim Seranović, Dubravka Ugrešić, Semezdin Mehmedinović et bien d'autres. Son engagement et son talent lui ont valu plusieurs récompenses prestigieuses. En 2017, elle a reçu le prix des étudiants de l'INALCO pour sa traduction du roman Le 8e envoyé de Renato Baretić, paru aux éditions Gaïa en 2016. En 2020, elle a obtenu le prix de la traduction INALCO pour la traduction des Turbines du Titanic de Robert Perišić, paru aux éditions Gaïa en 2019. Et plus récemment, en 2023, elle a été honorée du Grand Prix de la traduction de la ville d'Arles pour La Renarde de la grande Dubravka Ugrešić, paru aux éditions Christian Bourgois la même année. Le parcours de Chloé Billon est vraiment une source d'inspiration, non seulement pour les traducteurs et traductrices en herbe, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à la littérature et à la culture des Balkans. Hello Chloé! Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de vous recevoir sur ce podcast. Merci pour cette invitation. Commençons peut-être par parler de votre parcours. Comme j'ai pu le dire, vous avez entamé vos études par un cursus de littérature. Donc là, ma première question, c'est quoi pour vous la littérature? Je ne sais pas vraiment si je peux répondre à cette question, comme c'est très vaste. Après, moi, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. J'ai grandi à la campagne, dans un hameau assez isolé, et j'étais de toute façon un enfant très solitaire. Et j'ai appris à lire très tôt. En fait, ma mère était institutrice, et c'était donc à la campagne, donc à l'époque, les classes étaient encore toutes petites. Donc l'école où j'allais, dont elle était la directrice, il y avait juste 2 classes, une qui allait de la petite section au CP et l'autre du CE1 au CM2. Et ce qui fait que quand j'étais petite déjà, en fait, déjà en grande section, j'ai appris à lire en écoutant aussi les cours qui étaient adressés aux enfants
plus grand que moi. Et j'ai commencé à lire de manière complètement boulimique. À l'époque, je pouvais avaler plusieurs livres par semaine. Et c'était vraiment pour moi un moyen, je pense, de m'évader et de voyager, de disparaître du monde réel. Et c'est naturellement, je pense que ça m'a vraiment attirée de réfléchir à la manière dont un texte fonctionnait. J'ai beaucoup aimé les cours que j'ai pu avoir. Autant la dissertation, j'aimais pas vraiment ça, mais de commentaires de texte et de décortiquer la mécanique d'un texte, ça m'a vraiment fascinée. Et j'étais beaucoup plus douée pour ça que pour toutes les disciplines scientifiques de toute façon, donc le choix était vite fait. Pendant votre jeunesse, qu'est-ce que vous aimiez lire? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui vous attiraient ou pas? Ce que je disais vraiment, tout ce qui me tombait sous la main, romans, dessinés. J'aimais beaucoup, oui, juste en fait, les livres qui me permettaient de m'évader. Ok. Et donc, vous dites que vous êtes tourné naturellement vers des études dans la littérature parce que c'est la discipline avec laquelle vous aviez le plus d'affinité. Vous êtes tourné assez rapidement vers la traduction. Qu'est-ce qui a motivé cette spécialisation? Bah, je me suis pas tournée tout de suite parce que j'ai quand même fait des études pendant longtemps. Mais je l'ai commencé assez rapidement, en fait, après ma prépa à l'université, j'ai choisi la littérature étrangère. Je pense que ce qui m'attirait, en fait, d'étudier la littérature étrangère par rapport à étudier la littérature française, c'est que j'avais le sentiment, et je l'ai toujours d'ailleurs, que quand on lit dans une langue qu'on maîtrise, mais qui néanmoins n'est pas notre langue maternelle, qui est un petit peu des fois tellement le matériau, l'outil le plus direct qu'on a pour être en prise avec le monde, que des fois on a un peu tendance à presque à l'oublier, tellement c'est immédiat. Et j'avais le sentiment qu'au contraire, en lisant des textes étrangers, justement, il demeurait cette espèce étrangeté qui faisait qu'on est plus sensible peut-être à une forme de sensualité, au rythme. On a plus tendance à dire, ah, mais tel mot, la racine, ça vient de là. Ah, mais c'est pour ça que, aux sonorités de la langue, tous les jeux sur les assonances, les allitérations qu'il peut y avoir dans une phrase. Moi, en tout cas, je trouvais que je les voyais encore mieux, que je les ressentais encore mieux dans la littérature étrangère. Et puis après, au point de vue purement de l'organisation des études, je trouvais qu'il y avait quelque chose peut-être d'un peu moins codifié, dogmatique, que on avait le loisir de pouvoir étudier un texte et s'en sortir sans, même en ne connaissant pas l'auteur. J'avais moins l'impression qu'il y avait toute cette base de connaissances extrêmement codifiées qu'il fallait pouvoir produire avant de dire quoi que ce soit. Je me sentais plus libre, en fait, dans l'étude des littératures étrangères. Et pendant mes études, j'ai toujours beaucoup aimé la version. C'était un exercice que j'adorais, mais à l'époque, ça me semblait inatteignable de devenir traductrice littéraire. Je ne savais pas comment devenir traductrice littéraire. C'était un peu une sorte de rêve, mais que je ne m'autorisais pas. Et finalement, quand après m'être orientée vers des études plutôt de slavistique à l'INALCO, pour mon master, avant j'avais déjà fait un master de littérature anglaise, je m'étais déjà rendu compte que je n'avais pas envie d'une carrière universitaire, et encore aurait-il fallu que j'y réussisse, parce que j'ai beaucoup, enfin, étant donné les coûts budgétaires et l'état de l'université actuellement, j'ai beaucoup d'amis très doués et qui travaillent énormément et qui peinent depuis des années et qui ne trouvent toujours pas de poste. Donc, mais en tous les cas, moi, je m'étais rendu compte que même si il y avait un aspect de la recherche que j'aimais bien, mais que c'était pas fait pour moi, et puis je suis une enseignante désastreuse, et la simple idée d'être face à des étudiants, quel que soit leur âge, me remplit d'angoisse déjà toute la journée. Donc, c'était juste pas possible. Et du coup, j'ai fini à l'époque à l'INALCO. C'était Marie-Vrena Nikolov qui a été ma directrice de mémoire et qui est une grande traductrice du bulgare, qui venait d'ouvrir la section master de traduction à l'INALCO. Et donc, je me suis orientée vers ça. Et après, vers le master d'interprétation à l'ESIT pour avoir de quoi gagner ma vie un petit peu au moins au début. Finalement, après de longues années d'études, c'est venu assez naturellement. En fait, je pense que c'est peut-être la seule chose que je sais faire. Donc, ça s'est un peu imposé. Mais parfois, il n'y a pas de hasard. Parfois, les directions qu'on prend, on ne sait pas pourquoi on les prend, et au final, on se dit, mais ça aurait pas pu être autre chose. Et c'est drôle parce que vous évoquiez Madame Nikolov, et en fait, j'ai pu faire un épisode avec Katharina Loax Van Hoof, qui est en train de travailler avec elle actuellement sur un texte. Voilà. J'avais aussi une question un peu corollaire avec celle qu'on vient d'aborder.
J'évoquais tout à l'heure la collection Contrebande, donc des éditions La Contralée. Corinna Gepner elle dit aussi dans Traduire ou perdre pied, qui est apparu en 2019, que son lien à la traduction est né lorsque sa mère lui demandait de traduire des textes qu'elle aimait en français. Et Luba Jurgenson, dans Sortir de chez soi, dit qu'il y a des vocations de poètes, d'artistes qui s'éveillent tôt. Il n'y a pas de vocation de traducteur, ce n'est pas une vocation mais un devoir. Et donc l'âme de la langue en appelle au sens de la responsabilité. Et je voulais savoir si vous vous souvenez de votre première rencontre avec la traduction. Et si vous partagez la vision en tout cas de Luba Jurgenson, ça appelle au sens de la responsabilité. Ma première rencontre avec la traduction, mais pas de manière professionnelle, c'était comme je disais, je pense, dans les cours de version, où j'aimais vraiment beaucoup, parce que j'aime toujours beaucoup dans la traduction, en fait, c'est pas nous qui créons la trame, mais ça nous permet, c'est magnifique, quelqu'un nous offre un texte dans une langue et nous permet de le recréer dans une autre, et donc nous-mêmes de jouer avec cette langue. Et c'est un exercice que j'aimais énormément. Et la première fois que j'y ai été confrontée de manière plus professionnelle, c'était à la fin de mes études à l'INALCO, où justement, en fait, le master, le mémoire pour le master de traduction, c'était de traduire une œuvre et de la commenter. Mhm. Et ensuite, avec l'aide de Marie-Evelina, ma première traduction, je l'ai finie et publiée dans une collection de la maison d'édition Intervalle, qui justement publie certains de mes travaux issus de ce master. Et mais de manière générale, pour ce qui est de la responsabilité, oui, je suis d'accord que c'est vraiment une forte responsabilité. Tout le monde connaît cet adage traduttore traditore, traducteur traître. Et en fait, c'est quelque chose contre lequel, en tout cas, j'imagine la plupart des traducteurs et traductrices s'inscrivent en faux. Bien sûr qu'on peut dire aussi que la traduction, c'est un art de la perte, qu'on ne peut pas, sinon ce serait trop facile. Sinon, il n'y aurait même pas d'intérêt si toutes les langues étaient transposables de cette manière. Parce que l'intérêt dans les langues, c'est justement dans leur diversité, c'est qu'elles découpent le monde d'une autre manière et nous donnent à voir autre chose dans ce monde. Et en ce sens-là, oui, on a une responsabilité dans le fait de garder cette singularité, de ne pas l'aplatir, de ne pas la franciser. Là, je dis franciser parce que moi, je traduis vers le français. Pour moi, c'est d'autant plus important que je traduis d'une langue minorée ou moins représentée. Donc, je pense que c'est aussi une responsabilité en quelque sorte anticolonialiste de faire entendre les langues minorées et de les respecter dans leur singularité. C'est très beau, moi vraiment, j'aime beaucoup ce que vous dites. Et je pense que quand on pense à la traduction, ce qu'on espère aussi de la part de la traduction, c'est aussi ça, c'est une ouverture sur l'autre, mais avec un respect vraiment de l'autre et de son authenticité, de qui la personne est. Alors vous avez démarré avec l'anglais et l'allemand à la base, pour ensuite vous diriger vers le bosnien, croate, monténégrin, serbe. Je crois avoir lu quelque part que votre histoire avec les Balkans et avec ces langues est presque celle d'un coup de foudre. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, comment l'expliquez-vous? Oui, c'est le cas. Je pense que c'est le cas pour, peut-être pas tous, mais la plupart des traducteurs ou traductrices qui traduisent une langue qui ne fait pas partie des langues qu'on apprend dans le système scolaire classique et qui n'ont pas du tout de lien familier avec de lien de famille. Je pense que du coup, en général, c'est pas par hasard qu'on se retrouve enfin, si, c'est aussi un hasard, mais c'est une rencontre. Moi, j'avais toujours été intéressée par l'Europe de l'Est. J'ai toujours été fascinée par cet espace. Je pense aussi qu'on a tous notre zone de fascination et c'est dur de savoir ce qui le motive. Il y a des gens qui vont être absolument fascinés depuis toujours par l'Amérique du Sud, par exemple, et qui ont toujours eu envie d'y voyager. Moi, bon, j'avais rien contre l'Amérique du Sud, mais moi, là où les endroits qui m'ont toujours fait rêver depuis que je suis toute petite et là où j'ai toujours eu envie de voyager, et dans beaucoup d'entre eux, je n'y ai jamais été, c'était plus l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Voilà, je voyais un pays qui s'unissait en stand ou une photo du Caucase, ça, bon, c'était vraiment moi ça qui me faisait rêver. Et je pense que ce qui m'intéressait aussi beaucoup ici, dans ce que j'avais pu lire dans certaines œuvres de littérature d'Europe centrale, justement, ou qui se passait en Pologne, c'est tous ces espaces où plusieurs communautés se mélangent et vivent ensemble, où il n'y a pas eu peut-être cette centralisation, cette uniformisation qu'on a eu très très tôt en France. Et cette rencontre entre l'Orient et l'Occident,
Je pense que c'est ça qui m'a toujours fascinée. Et la littérature russe aussi, les contes russes, tout ce monde-là. Oui, quand la première fois que j'ai voyagé dans les Balkans, c'était en 2005, j'avais 19 ans. À l'époque, très sincèrement, j'aurais aussi bien pu aller en Ukraine, enfin, mais j'aimais beaucoup déjà la musique de la région. Et puis aussi d'un point de vue très pratique, je pense que tout simplement c'était plus facile à organiser. C'était pas si loin que ça, donc on pouvait y aller en bus parce que bon, j'étais étudiante, j'avais pas du tout d'argent. C'était relativement le sud quand même. Enfin, c'est le sud de l'Europe de l'Est, donc on peut dire on peut envisager de camper. Et on a passé un très bel été. J'étais avec des amis. Et après, la partie qui est inexplicable, c'est que dès que j'ai mis les pieds à la gare de Belgrade, quelque chose en moi a su que c'était chez moi. C'est dingue. Et après, j'y suis revenue, mais c'était en quelque sorte comme si je n'avais pas le choix. C'était une obligation. Je le sentais dans le ventre. Vous n'aviez pas encore commencé vos études ou c'est à partir de là que vous avez donné cette orientation juste? J'avais pas du tout encore commencé. Enfin, si, j'avais déjà commencé mes études. La première fois que j'y suis allée, j'étais en prépa. Mais j'avais pas du tout commencé des études de slavistique. C'est à la suite de ce voyage d'abord, j'y suis retournée une deuxième fois et puis j'avais très peur d'être déçue. Et j'ai vu que maintenant, ce sentiment était toujours là. Et donc, c'est là que j'ai décidé de m'orienter dans cette direction. Mes parents étaient un peu catastrophés. Pourquoi? Ils m'ont dit, non, mais Chloé, déjà la littérature, c'était inutile, mais alors là, le serbo-croate, non, mais franchement. Mais heureusement, j'avais une bourse d'études, donc c'était pas à eux de financer mes lubies. Et finalement, il s'est trouvé que quand j'ai été diplômée d'interprétation, ma Croatie venait de rejoindre l'Union européenne, donc en dépit de toutes les attentes, finalement, j'ai eu du travail. Ça a dû être une belle surprise pour vos parents, pour le coup. Oui, et ça laisse, j'étais un peu rassurée. Et en fait, ça vous a motivé. Vous y vivez aujourd'hui, donc ce lien que vous décrivez, il est très fort, il est sincère au point de, voilà, de vous y être complètement immergé. Oui, moi, je le considère comme mon pays d'adoption. Après, je suis très consciente également que tout est quand même plus facile pour moi en tant que Française. Déjà, en tant que Française, quand je traduis pour des maisons d'édition françaises, je suis mieux que payée que mes collègues croates sont pareils que mes collègues bosniens, bosniennes ou serbes. Avec un passeport français, c'est pas difficile du tout de s'installer à l'étranger. Donc, c'est vraiment des choses que je garde à l'esprit, que ma vie ici est plus facile par certains aspects que la vie de certaines personnes qui sont Mhm. originaires d'ici. Après, oui, mais c'est vraiment un endroit où je me sens chez moi. Et c'est peut-être lié aussi au fait que choisir une langue d'adoption ou une culture d'adoption, ça offre aussi un grand espace de liberté. Alors plus maintenant, mais au début, c'est aussi une langue ou une culture où on peut essayer de se Ouais. réinventer, de repartir à zéro, d'être la personne qu'on aimerait être d'une certaine manière. C'est beau. C'est une émancipation de beaucoup de choses au final. Acquérir cette liberté, se réinventer, se devenir soi-même, devenir la personne qu'on a envie d'être. Oui, pour moi, ça l'a été. Et en termes de responsabilité, quand on parlait de la responsabilité plus tôt, je pense que pour moi, ça a été aussi très fondateur au sens où vivre dans un pays et puis m'immerger dans la culture de pays et apprendre aussi même au fil de mes cours, par exemple à l'INELCO, de mes cours d'histoire, etc. L'histoire de pays qui font partie de ce qu'on appelle la périphérie, donc la périphérie de l'Europe, la périphérie du monde capitaliste, la Mhm. périphérie des centres de pouvoir, ça amène à décentrer le regard d'une manière que je pense est beaucoup plus difficile à faire si on n'a pas cette expérience, ne serait-ce que parce que le système scolaire français ne l'y encourage pas du tout. Moi, j'ai Complètement. toujours un peu honte quand je vois à quel point des mes collègues, même des étudiants ou des lycéens, pas seulement d'Europe centrale ou des Balkans, mais aussi même d'Allemagne, d'Italie, connaissent bien l'histoire française et que nous, on connaît absolument rien sur eux. Enfin, même l'histoire allemande, l'histoire anglaise, l'histoire espagnole, qui sont des grands Bien sûr. voisins, euh, on- la France est quand même extrêmement centrée sur elle-même. Et donc, je pense que faire ce pas de côté, c'est salutaire. Et pour moi, ça a été très enrichissant de le faire, d'autant plus dans un pays qui est considéré un petit peu comme la banlieue pauvre et qui a cette périphérie des centres de pouvoir. Et je pense que ça décolonialise vraiment le regard. Bravo pour ça.
d'adopter la perception de gens qui sont à la C'est périphérie. rare aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'il y a une responsabilité, je pense. En tout cas, bravo pour, voilà, pour ces principes au final, pour cette ouverture. C'est précieux. Aujourd'hui, comment vous vous sentez d'avoir cette double identité, d'être parfaitement au milieu des deux, d'être au milieu de deux mondes? Enfin, pour moi, c'est une situation très agréable parce qu'elle est choisie. Je pense que la situation d'un traducteur ou d'une traductrice comme moi qui fait ce choix, c'est peut-être un peu l'inverse de personnes qui peuvent se sentir mal et entre deux cultures parce que issues de l'immigration, mais pour lesquelles ce n'était pas un choix, c'était une immigration soit politique, soit économique, plus forcés et qui n'ont pas été bien accueillis dans le pays d'accueil. Et donc, pour ces personnes, voilà, on n'est ni français ni algérien ou quelle que soit l'autre nationalité. Et c'est plutôt une souffrance et un déchirement, une soustraction, en fait, des identités. Alors que je pense que quand on a eu le luxe de pouvoir faire ce choix, c'est pas une soustraction, c'est plutôt une multiplication d'en avoir plusieurs et qu'elles s'enrichissent les unes les autres. Je pense que, enfin, pour moi, c'est assez agréable d'être au milieu. C'est une amie, elle aussi traductrice, mais justement, on n'est pas tout à fait dans le même cas que moi parce qu'elle s'est aussi liée à sa famille, Mayra Muchnik, qui est française, mais ses parents sont argentins. Et elle traduit notamment de l'espagnol, du brésilien parce qu'elle a fait une thèse d'anthropologie au Brésil et un peu de l'italien. Et elle parlait un soir au moment de cette identité, mais du fait qu'elle a beau être née en France, ses parents sont argentins, donc elle se sent pas complètement française, mais qu'elle est pas complètement argentine non plus. Et elle disait finalement le seul moment et le seul endroit où je suis chez moi, c'est quand je traduis. Si on me prend comme ça peut être une place très jamais assurée, mais très confortable d'être tout le temps entre deux mondes. Il n'y a pas d'enfermement. C'est vrai. Et quel lien vous entretenez aujourd'hui avec l'anglais et l'allemand? Par la force des choses, malheureusement, ils sont devenus un peu moins présents dans ma vie aussi parce que je passe énormément de temps à prospecter en littérature d'ici. J'interprète encore depuis l'anglais et l'allemand, mais il faudrait que je prenne plus de temps pour lire de la littérature parce que on l'oublie, alors particulièrement depuis l'anglais où c'est ce qu'on utilise la plupart du temps, c'est pas de l'anglais, c'est des bouches. Et quand il m'arrive récemment, j'ai déménagé, donc j'ai réouvert des livres que je lisais pendant mes études de littérature anglaise. Et j'avais oublié que cette langue peut être belle et riche aussi, à l'inverse de la simplification qu'on a au quotidien. En fait, je pense que finalement, peut-être que pour l'un, l'anglais et l'allemand sont restés vraiment plus des langues étrangères. Ça reste des langues étrangères que j'aime, qui sont pas devenues ma maison. Ouais, pas adopté, j'allais vous dire. Ouais. Et c'est notamment pour ça que, étant donné que la plupart que quand j'ai commencé à travailler, c'était en proposant des textes. Et maintenant que je pense que je suis très identifiée en tant que traductrice bosnien, croate, monténégrin, serbe, c'est pas que j'aurais quelque chose contre de traduire de l'anglais ou de l'allemand. Je pense même plutôt que ça m'intéresserait aussi de traduire de l'allemand et notamment parce qu'il y a aussi une communauté d'espace culturel. Enfin, l'Empire austro-hongrois est aussi très présent dans la région. Mais je sais pas, peut-être que je suis pas assez organisée. En tout cas, j'ai pas le temps. Je n'ai pas dit. Bah oui, mais c'est J'ai normal. besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Enfin, mais et puis je ne suis pas. Je pense que je me sens pas assimilée au point où voilà, je me sentirais légitime pour faire des propositions. Parce que je suis pas assez ce qui se passe au niveau local, sur la scène littéraire allemande, autrichienne, etc. Mais l'anglais, de toute façon, on n'a pas besoin de s'en inquiéter parce que c'est une langue quand même qui est bien trop représentée en Et littérature. puis elle est très Ouais. couverte, de toute façon. Alors pour parler du coup de votre travail de traduction, dans le texte que j'évoquais de Corinna Gepner, elle propose dans les premières pages plusieurs traductions de quelques lignes de Crimes et Châtiments. C'est vrai qu'en fonction de nos sensibilités, nous pouvons plus ou moins adhérer à une œuvre grâce à sa traduction. Est-ce que on peut dire que c'est un exercice quand même d'équilibriste ou de funambule pour le traducteur ou la traductrice? Et on dit souvent qu'il y a autant de traductions que de traducteurs ou de traductrices. Une même œuvre ne sera pas traduite exactement de la même manière par des personnes différentes. Ce qui est délicat, c'est que
en fait, à la fois, on essaye d'être le plus fidèle possible à l'œuvre qu'on traduit, à la langue qu'on traduit, au rythme. Normalement, un traducteur, un interprète, si on fait bien son travail, on disparaît, en fait. Mais en même temps, c'est impossible. Alors, moi, je me dis, j'espère qu'on ne me reconnaît pas, par exemple, mon style de traduction en traduction, parce que je traduis des auteurs et des autrices qui ont des styles très différents. Mais on traduit tous avec notre propre langue, et on a tous notre propre langue qui est faite de nos expériences, de notre vie, et qui fait que on n'a pas la même sensibilité aux mots, et c'est marrant, des fois, on le constate en travaillant sur le texte avec des éditrices, des lectrices, je dis au féminin, parce que c'est très souvent des métiers féminins, où pour certaines vont considérer tel mot comme familier, que moi je considère pas comme familier, et inversement, tout dépend aussi de la région dont on a grandi, des expressions qu'il y a plus employées dans notre famille, de notre cursus. Donc, on traduit avec une langue qui n'est pas uniquement, donc, moi, le français. C'est mon français qui est aussi teinté de la langue qui a été parlée par tous les gens de mon entourage que j'ai pu rencontrer pendant toute ma vie. De votre histoire. Donc, on a beau essayer d'être le plus transparent possible, on traduit quand même avec ce qu'on est. Alors justement, comme je vous l'avais dit, j'ai reçu sur ce podcast Katharina Loax-Vanouf, fondatrice des éditions Les Argonautes et éditrice, qui disait que vous arriviez justement, vous aviez cette force que d'arriver à épouser les différents textes et à vous adapter aux différents textes. Et elle reprenait une métaphore que j'ai aussi retrouvée dans Entre les rives de Diane Meur, aussi dans la collection Contrebande parue en 2019, que les auteurs, autrices sont des metteurs en scène ou des musiciens et que les traducteurs, traductrices seraient des interprètes. En tout cas, Katharina pensait au théâtre et Diane Meur à la musique. C'est un peu ce que vous décrivez aussi, finalement, vous ne trouvez pas? La traductrice, c'est vrai qu'on peut le dire au féminin tellement elles sont nombreuses, mais plus nombreuses en tout cas que les hommes. Mais la représentation finalement, elle est essentielle parce que en fait c'est celle qu'on voit déjà et c'est celle qui va transmettre les émotions qu'on veut véhiculer à travers le texte, à travers la pièce, peu importe, à travers le morceau. Oui, c'est une métaphore qui est souvent employée. Je pense qu'effectivement, c'est assez vrai. C'est effectivement sans doute que l'auteur et le compositeur et l'auteur ou l'autrice et le compositeur ou la compositrice, et puis le traducteur, le traducteur, la traductrice et l'interprète. Ou si on parle pas uniquement de musique, mais de musique avec des mots, peut-être que dans ce cas-là, on peut considérer que l'auteur est comme un auteur-compositeur dont les chansons sont ensuite réinterprétées par plein d'autres personnes. Et quand on pense au théâtre, moi finalement, ça m'a fait penser à la profession. Alors, je sais pas à quel point c'est répandu en France, j'imagine que ça l'est. Mais en tout cas, dans les Balkans, ça l'est beaucoup. La profession de dramaturge, mais pas dramaturge au sens de quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre, mais une personne qui travaille au théâtre et qui est là pour travailler le texte et et qui aide le metteur en scène dans ses choix de mise en scène, en à chaque fois lui rappelant, oui, mais le sens profond du texte, c'est ça. Peut-être que c'est aussi ça, être un peu le traducteur. Enfin, vous parliez de transparence tout à l'heure, de s'effacer pour laisser apparaître plutôt du coup l'intention ou la volonté, je ne sais pas, des auteurs et des autrices. Donc il faut quand même une certaine dose d'humilité pour accepter ça. Je l'ai lu dans les textes des traductrices que j'ai pu évoquer jusque-là. Donc l'humilité est une qualité qui semble être nécessaire pour traduire, mais au-delà, bien sûr, des compétences techniques, est-ce qu'elle est suffisante? Quelle qualité, d'après vous, il faut avoir ou mobiliser pour faire ce travail-là? Je pense que oui, l'humilité est nécessaire. Et c'est pour ça que je aussi, entre autres pour ça que parfois je suis sceptique. Alors pas quand des traducteurs ou traductrices sont aussi écrivains ou écrivaines, mais il y a eu certains cas ces dernières années où des maisons d'édition ont chargé des écrivains ou écrivaines comme ça de retraduire une œuvre iconique. Je me souviens qu'il y avait eu un cas avec Gatsby le Magnifique, par exemple. Mais juste pour avoir un nom et pour dire ah ça a été traduit par. Bon ça déjà je trouve que c'est assez insultant pour notre profession, mais aussi je ne suis pas sûre de faire confiance aux auteurs et aux autrices pour savoir s'effacer et adopter vraiment le style d'un autre. Enfin justement j'en fréquente beaucoup du coup de par mon métier et il y a quand même des batailles d'ego assez impressionnantes donc je suis pas sûre.
Mais l'humilité, bien entendu, que c'est pas la seule, et c'est pas la seule qualité nécessaire. Et puis, il faut aussi un peu d'assurance. Il faut être sûr de ses choix et savoir de quoi se battre avec les correcteurs, les correctrices, les correcteurs. Voilà, affirmer pourquoi on pense que c'est tel choix et pas tel autre. Parce que c'est un travail de perfectionniste qui est contraint au bout d'un moment d'accepter l'imperfection. Tu vas être minutieux et patient, C'est un bon exercice pour le lâcher prise alors. mais à un moment donné, en fait, on ne pourra jamais reproduire parfaitement le texte original et puis à un moment donné, il faut bien renvoyer une copie. Minutie, sensibilité, fonce, endurance si vous travaillez sur un texte très long. C'est un travail assez costaud, en réalité, de se retrouver devant un texte, devant beaucoup de mots, plusieurs pages, plusieurs centaines de pages, et avoir la tâche de l'emmener ailleurs. C'est fou, en réalité, quand on y pense. Oui, je pense que c'est un travail pour lequel il faut aimer travailler seul. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'adore, mais il y a plein de gens qui supporteraient pas. Vous l'aviez dit au début, vous étiez contente du côté un peu solitaire, finalement, de cette tâche. Oui, parce qu'on est seul sans l'être. Moi, je sais pas, j'ai jamais pu, et de moins en moins, j'ai jamais apprécié de travailler dans une bibliothèque. Et maintenant, c'est vraiment radicalement, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Si je dois travailler ailleurs que chez moi, et moi, j'aime travailler chez moi. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. J'aime travailler chez moi, mais bon, après, du coup, je sors aussi, mais pour faire d'autres choses que du travail. Mais si je dois travailler ailleurs que chez moi, pour le coup, je préfère que ça soit à la limite un café bruyant, où je peux du coup me noyer dans ce bruit. Mais le silence d'une bibliothèque où j'entends toutes ces autres personnes penser, ça m'empêche d'entendre les voix dans ma tête. Alors surtout si je dois traduire des dialogues, Mhm. où je dois les entendre sonner, comment ça sonne dans l'original, comment ça sonne en français. Non, c'est pas possible. Moi, j'aime être absolument seule. C'est ce que vous disiez, vous n'êtes jamais seul en réalité. Vous êtes accompagné de plein de voix. Alors, vous l'aviez évoqué donc tout à l'heure, mais les femmes ce sont souvent elles qui traduisent. Toujours dans cette fameuse collection Contrebande, Noémie Grunenwald cite Michel Perrault, qui dit, donc je cite, on conseille aux jeunes filles d'étudier les langues étrangères parce que la traduction est une occupation, éventuellement un métier convenable pour une femme. Il y aurait naturellement beaucoup à dire sur cette assignation des femmes à la traduction, mais c'est un début, une brèche dans les zones interdites. Donc Katharina Loax van Hoof confirmait que les traducteurs étaient souvent des traductrices aussi, et un article du Monde datant du 18 mai 2021 avait dressé des statistiques et donné une moyenne d'âge de 53 ans, 79,5% de femmes, 64% exerçant une autre activité. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Est-ce que c'est un métier de femme? Pourquoi? Je pense que c'est déjà en partie lié à la répartition, la division genrée de certaines matières à Mhm. l'école, où on voit très tôt que les garçons sont davantage encouragés à aller en scientifique et qu'il y a que les femmes sont surreprésentées dans toutes les filières de sciences humaines et les filières littéraires, y compris les langues et bien entendu la littérature. Donc, ça commence à partir de ce moment-là. Et après, oui, quand on dit cette phrase qui dit oui, c'est quelque chose de convenable, effectivement, c'est une occupation, même si ça change petit à petit, on n'a pas de prétention à être le grand auteur, mais on reste dans l'ombre, et puis c'est un travail solitaire, donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est très convenable. Moi, je me souviens d'un commentaire horrible que j'ai eu tout début de ma carrière, par un triste individu dont je tairai le nom. Je venais d'être diplômée en interprétation et j'avais pas encore passé l'état d'accréditation pour l'Union européenne. Donc j'étais à la DESH, je faisais le travail et comme moi, ma combinaison la plus forte, c'était pas anglais-français dans les deux sens, qui est le plus recherché à Paris. Enfin, c'était vraiment la DESH. Et chez moi, on n'a jamais regardé la télé, mais on a toujours beaucoup adoré la radio, écouter la radio. Et donc, je me dis, bah moi, j'adorerais interpréter pour la radio. Et puis souvent, c'est des sujets les émissions culturelles, c'est dans mes cordes, etc. Et sauf que l'agence d'interprète où j'étais inscrite m'a dit, ah ben non, mais c'est pas nous qui contactent, ils font ça directement ou machin, mais un tel travaille régulièrement pour eux, tu devrais contacter, peut-être qu'il peut te recommander. Et donc, je vais prendre un café avec cet individu qui passe son temps à
me rabaisser. Au secours. On n'arrête pas de me mettre en avant mon âge, qui n'était même pas si jeune que ça, j'avais 28 ans à l'époque, ça va. Et mon expérience, etc. Et puis, il me demande à un moment ce que je fais d'autre. Et là, je dis que je suis traductrice littéraire. Et là aussi, il me dit que je suis trop jeune pour faire ça. Et bon, là, ça commence à dépasser les bornes. Je me dis, non, mais moi, je suis pas du tout trop jeune. Déjà, j'ai 28 ans. Et puis, je travaille déjà. Et tout le monde est très content de mon travail. Donc, je vois pas de ce que vous voulez dire. Et là, il m'a dit, non, mais c'est pas de la qualité de votre travail que je voulais parler, mais la traduction littéraire. Et t'as quand même un travail très solitaire. Et les traducteurs, enfin surtout les traductrices, ont tendance à se nonifier assez rapidement. Et là, il m'a regardé des pieds à la tête, il m'a dit vu votre physique, ça serait dommage. Et pourtant, vous êtes jeune, Chloé, encore aujourd'hui, et ça veut dire que cet héritage patriarcal, il a encore un ancrage très fort quand même. Oui, mais ça s'est passé, je pense que c'était avant, peut-être 1 ou 2 ans avant seulement que MeToo ait éclaté. Et à l'époque, on n'en parlait pas encore. Non, on a encore beaucoup de travail à faire. Très clairement. Mais en fait, c'était juste une illustration pour dire qu'effectivement, de ce point de vue-là, la traduction littéraire peut être considérée comme un travail convenable pour des femmes, étant donné que c'est un travail où on est censé se nonifier et faner précocement notre beauté à lire des dictionnaires. Ouais. Voilà. Convenable pour les femmes qui n'ont pas de potentiel drague très élevé et une fois qu'elles sont mères au foyer bien installées, quoi. Ouais. Voilà. Vivement qu'on lutte et j'espère qu'on aura quand même encore la possibilité et les moyens de travailler sur ces choses-là, parce que ce n'est pas acceptable. En tout cas, vous êtes une bonne et belle traductrice et ce travail-là est formidable, je maintiens, j'insiste, et essentiel aussi d'ailleurs. Voilà, pour ceux qui en douteraient. Donc ça a besoin de changer, mais il y a d'autres choses aussi qui changent petit à petit. C'est la mise en avant justement des traductrices, traducteurs des différentes œuvres. Certaines maisons ne les mettent pas encore, n'indiquent pas leur nom dans les couvertures, mais ça évolue petit à petit et ça c'est bien. Pourquoi ça peut encore quand même, d'après vous, être moins mis en avant par endroits? Ça a beaucoup évolué quand même grâce notamment au combat mené par tous les collègues qui sont actifs à la TLF. C'est vraiment très important. Et ça, notamment, même en vivant à l'étranger, je me jure aussi à quel point toutes les actions de la TLF ont vraiment été très importantes pour notre condition professionnelle en général. On a cette chance d'avoir quand même que la TLF ait fixé ce barème minimum de rémunération au feuillet, alors qu'on n'est pas forcément toujours respecté par tous, mais on a au moins un barème sur lequel on peut s'appuyer. Mhm. C'est pas le cas dans beaucoup de pays. Que la TLF se soit battue pour que notre nom soit précisé, donc au moins à l'intérieur du livre et maintenant souvent sur la couverture, pas forcément sur la page titre, mais au moins en 4e. Ça aussi, dans beaucoup de pays, c'est pas encore le cas. Et le combat aussi, pareil, pour que nous soyons cités dans les articles de journaux, par exemple. Je pense qu'à un moment, c'était vraiment ça et ça persiste encore, mais qui m'agaçait le plus. Des critiques sur un roman où on dirait qu'il s'est transformé de l'allemand au français par pure et simple magie. On sait pas. Tellement. On sait pas comment. Mais un journaliste français nous fait une critique, voilà. Mais Mais en fait, j'ai l'impression que c'est lié finalement au combat féministe, en fait, aussi, qui est amené. Peut-être que c'est parce que ce sont des femmes qui traduisent essentiellement que cette sorte d'invisibilisation aussi était permise. sans doute, alors oui, même s'il y a aussi des hommes qui traduisent, mais effectivement, c'est comme ces professions un peu comme infirmière, institutrice, c'est pas parce qu'il y a des infirmiers et des instituteurs que ça n'en reste pas moins une profession féminine. Peut-être une profession qu'on a longtemps considérée, même si, dans un sens, elle est indispensable. Enfin, si on a envie de lire ce livre qui nous vient d'une langue étrangère qu'on ne maîtrise pas. 80% quand même, Chloé. Mais un peu comme une profession de petites mains, ou de ce que des fois j'ai pu constater dans certaines circonstances, et attention, je ne dis pas toutes, mais dans certaines circonstances pour les interprètes, ce qui est une autre forme de traduction, où on reste considéré comme un prestataire de service. Donc, ce qui parfois, suivant la manière dont on est traité, n'est pas forcément si loin que ça du domestique, en fait, de la manière Complètement. de la serveuse, de la femme de chambre, ou
d'autant plus quand on est une femme, mais peut-être que c'est lié à ça. Mais à cet égard, je trouve que pour l'instant, maintenant, on s'en tire beaucoup mieux. Et ce que j'ai remarqué, par contre, que nous, à l'inverse, on fait moins bien, par exemple, que ce qui se fait, en tout cas dans ce que je connais, donc en Croatie ou même en Serbie, et que je trouve injuste, c'est que le nom, notamment des relectrices, des correctrices, n'est pas précisé. C'est vrai. Alors que, en fait, quand on travaille sur un texte, avoir un bon échange avec un correcteur, une correctrice avec qui on s'entend bien, qui a la même vision du texte, de l'éthique de la traduction, de la littérature que nous, on peut vraiment faire avancer encore plus le texte ensemble. Et je trouve qu'aujourd'hui, je voulais recommander justement à Katharina des correctrices freelance avec qui j'ai travaillé. Et il y en a une où je me suis rendu compte que j'avais pas eu de contact direct avec elle et que je connaissais que son prénom, que j'avais lu sur les commentaires du texte, mais je sais même pas comment elle s'appelle, et elle était excellente, et avec qui j'avais travaillé sur La Renarde de Dubravka Ugršić. Et j'ai repris mon exemplaire de La Renarde, son nom n'est nulle part, et leur nom n'est jamais nulle part. Alors que pour ça, c'est vrai que dans les éditions croates, à l'intérieur, il y a le nom de l'éditeur, le relecteur, le correcteur, la personne qui a fait ils appellent ça la mise en page, tout. Oui, les graphistes, etc. Oui, bien sûr. Ouais. Le graphisme, tout le monde est cité. Et Mais dans un film, on voit tous les acteurs qui ont participé à construire le film. Donc, ça paraîtrait juste. oui, oui. Et voilà. Donc, pour toute les provisions voilà, notamment des correcteurs, de tout ça, qui sont encore plus mal payés que nous, je trouve qu'on devrait vraiment les citer parce que ça change beaucoup de choses Ouais. d'avoir une bonne relecture. On n'a pas fini le combat. Ouais. Alors, j'avais aussi une question. Vous aviez évoqué tout à l'heure la question de l'émotion. Et c'est vrai que, bon, parfois, on peut traduire aussi d'un espace émotionnel. C'est-à-dire qu'elle participe au travail d'interprétation. Tout à l'heure, on évoquait la musique, le théâtre. C'est quelque chose que vous faites? Et si oui, quelles sont les émotions qui sont pour vous les meilleurs catalyseurs? Chaque livre suscite une émotion, chaque texte qu'on traduit suscite une émotion différente, une atmosphère différente. C'est aussi pour ça que c'est un travail pour lequel on a besoin de solitude et de concentration, parce qu'il faut du temps pour rentrer dans cette atmosphère et pour ensuite pouvoir la reproduire au mieux dans la langue vers laquelle on traduit. Mais est-ce qu'il y en a qui sont plus motrices que d'autres pour vous? De manière générale, j'aime tous les livres que je traduis. Bon, une grande partie d'entre eux, c'est moi qui les propose de toute façon. Et puis, contrairement à ce qui est le cas de l'anglais, depuis les langues minorées, il y a tellement peu de choses qui sont traduites que ce qui passe là-bas de la traduction, c'est le haut du panier. Donc, de toute façon, c'est bon, en général. Mais après, je pense que tout le monde a déjà vécu cette expérience, enfin, tous les traducteurs et traductrices, que de temps en temps, on a des textes avec qui ça bloque plus. On a plus de mal à trouver le rythme, on doit faire plus d'efforts. Et d'autres avec lesquels, quelles que soient leurs difficultés, parfois techniques, finalement, on rentre. C'est comme si on ressentait une forme de fraternité avec le texte, ou avec son auteur ou son autrice. Un partage de certaines valeurs, qu'on sent que l'auteur ou l'autrice de ce texte pourrait être notre ami. Donc moi, c'est ce que je ressens et ça s'est jamais démenti quand j'ai ressenti ça dans un texte qu'un texte véhiculait vraiment quelque chose de profondément humain et éthique. Et quand j'ai rencontré la personne qui était derrière ce texte, elle était vraiment comme ça. Et pour moi, c'est très important. Bien sûr. De toute façon, je pense que je ne peux traduire que des choses avec lesquelles je suis politiquement et éthiquement en Aligné. accord. Et donc ressentir cet alignement, ce qui est peut-être paradoxal comme terme au sujet de l'ex-Yougoslavie, vu que c'était plutôt les non alignés, mais cette communauté, fraternité, pour moi c'est très important. Et bien sûr, le fait qu'une œuvre me touche, il y a des œuvres que j'ai traduites que j'aime énormément et où il y a certains passages où j'ai pleuré à la première lecture, à la deuxième, la première fois que je les ai traduits, quand j'ai relu ma traduction, quand j'ai révisé ma traduction. Et je pense que c'est essentiel de se laisser toucher par le texte pour pouvoir le traduire. Alors justement, vous traduisez donc les langues des Balkans. L'histoire des Balkans est marquée par un ensemble de cultures, de langues, de religions et par de nombreux conflits et changements de pouvoir, aboutissant d'ailleurs à une fragmentation assez complexe et traumatique au XXe siècle.
Corinna Gepner dit dans Traduire ou perdre pied que, je cite, traduire donne l'impression de m'assurer contre la perte. Est-ce que c'est aussi un peu ce que vous essayez de faire en traduisant depuis le bosnien, croate, monténégrin, serbe? Je sais pas si je peux être légitime à dire ça dans le sens où c'est pas moi qui ai perdu mon pays, c'est eux. Même si je suis touchée et nostalgique de quelque chose que je n'ai pas connu. Je pense que peut-être traduire est important pour témoigner aussi et pour donner à entendre la voix de ces personnes-là qui l'ont vécu et pas pour peut-être laisser moins de place à un discours simplificateur qu'on peut avoir, voilà, on peut entendre alors sur les Balkans, ah oui, oui, mais de toute façon, la poudrière de l'Europe, ils ont sont chauds, et enfin, je moi même est complètement hors de moi. D'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, on trouve bien que, comme on dit, quand les gens font des têtes horrifiées, mon Dieu, comment est-ce que ces crimes peut avoir lieu aux portes de l'Europe? Alors déjà, bon, c'est l'Europe, et puis, je pense que ça ne peut pas arriver chez nous, excuse-moi, t'es naïf, mais... Très clairement. Oui, mais je pense que pour moi, c'est à la fois égoïstement faire un travail que j'aime et me plonger dans un texte que j'aime et jouer avec une langue que j'aime. Peut-être que c'est un moyen aussi de payer mon tribut ou de remercier des gens et une culture de m'avoir accueilli, de faire à ma moindre mesure quelque chose pour eux en retour. Parce que même si ça peut sembler pas si important que ça et qu'on s'en rend pas compte tout de suite quand on vient d'une culture dominante comme est la culture française. Mais pour des cultures minorées ou moins représentées, qui souvent ont un véritable complexe d'infériorité, d'autodépréciation, presque d'autoracisme en fait, être traduit vers une langue du pouvoir, ça prouve que peut-être on vaut quelque chose. Donc ça a une importance. Et pour moi, c'est très important aussi, je pense, comme je disais, de lutter contre tous ces clichés et de permettre à des voix d'essayer de se faire entendre pour expliquer selon eux ou de raconter selon eux ce qui s'est passé, ce qui leur est arrivé, mais aussi de tendre un miroir. Je sais que moi, ce qui m'avait fasciné, notamment comme je disais tout à l'heure pendant mes cours d'histoire à l'INALCO, ça n'a pas été uniquement que j'ai eu des cours sur l'histoire de l'Empire ottoman, de l'Empire russe, de toute la région, où j'ai découvert des tonnes de choses dont j'avais jamais entendu parler, mais il y avait aussi certains événements où j'ai découvert le discours, le récit qu'on avait de l'autre côté vis-à-vis d'une même bataille, d'un même événement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez et que c'est essentiel de faire passer le discours de l'autre côté aussi. C'est vrai. En fait, tout ça se reflète aussi dans nos sociétés d'aujourd'hui, finalement, parce que il y a beaucoup de personnes qui s'expriment à la place d'autres, alors que elles ne connaissent pas forcément certaines situations, certaines choses. Et on a tendance, il y a un mot d'ailleurs pour nommer ça l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de parler de choses qu'on ne maîtrise pas. C'est un sport très répandu malheureusement, dont j'espère qu'on arrivera à lutter aussi contre, parce que c'est important. Sinon on transforme les choses, on transforme les discours, on transforme l'histoire, on transforme beaucoup de choses. Donc beaucoup d'œuvres que vous avez traduites sont plutôt politiques. Et certains pourraient se demander, certaines, si ce n'est pas trop difficile de traduire les guerres, leurs impacts, leurs conséquences et les traumatismes qu'elles peuvent laisser. Ça peut être difficile, oui. Il y a des fois où il y a des fois où on n'est pas très bien si on doit traduire des scènes violentes ou très noires. Comme dans Terre, Mer Noire, par exemple. Terre, Mer Noire, ça a été... Il y a des fois, à la fin de la journée, je me sentais assez déprimée. Et en fait, parce que la noirceur passe par notre corps, on doit la digérer et puis la faire ressortir dans notre langue. C'est vraiment physique, en ce sens-là. C'est pas du tout la même chose que lire. Il y a des choses qu'on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que moi, Terre, Mer Noire, que vous avez lu, ne m'avait pas du tout traumatisée. Et traduire, c'est vraiment ingérer le texte, d'une certaine manière. Ingérer, le digérer, le recracher. Et donc, ça peut vraiment nous faire nous sentir mal. Parce que vous faites 2 fois. Après, il y a pas, c'est pas uniquement je pense quand on traduit des littératures de pays où il y a eu une guerre. Enfin, j'ai aussi une collègue, par exemple, qui traduit du suédois et donc qui se tape beaucoup de polars suédois avec des descriptions aussi atroces de démembrement, de viol, je ne l'en dis pas du tout. Finalement, moi, il y en a moins. Ça va pas constituer, en tout cas, moi, d'habitude, que je traduis le contenu de toutes les pages. Peut-être parce que, justement, c'est ça.
ça s'est réellement passé, c'est un traumatisme réel dont on n'en parle pas de la même manière que dans un polar qui serait de la fiction. Même si bien sûr que les féminicides se passent réellement. Ça dépend aussi beaucoup de ce qui ressort du livre. Je sais que c'est Madine Marmalinovic qui m'avait demandé, qui m'avait même dit, parce que c'est un homme adorable, excuse-moi, ça doit être dur pour toi de traduire mon livre, c'est la guerre, le siège. Je lui ai dit, bon, moi, je fais que le traduire, toi, non seulement tu l'as écrit, mais tu l'as vécu, donc ça va, t'as pas besoin de t'excuser. Et puis surtout, en l'occurrence, traduire Semesdine, Sarajevo, c'était pas douloureux dans ce sens-là, c'est très émouvant. Mais c'est un texte dont il ressort une telle humanité, une telle lumière, que Mm. cette beauté-là compense l'horreur. Et pour ce qui est des textes politiques, sans vouloir dire que je traduis nécessairement que des livres qui ont un message politique, moi je pense quand même que toute bonne littérature est politique d'une manière ou d'une autre, et a fortiori ici, où justement l'histoire a été tellement tourmentée. J'ai aussi reçu donc sur un phénomène Julien Delorme qui disait deux choses. Donc la première, c'est que nous méconnaissons généralement les pays des Balkans, que les gens en avaient une vision plutôt très touristique et que donc nous pouvions en avoir une vision erronée. Et deux, que vous, Chloé, vous dites que ces pays peuvent être considérés comme un laboratoire du néolibéralisme. Donc en traduisant, vous allez voir et vous nous permettez de voir la réalité, donc des réalités, de mieux connaître. Mais en fait, au final, et c'est ce que vous dites, bon, ce n'est pas dur parce qu'on ne l'a pas vécu, mais d'aller à la rencontre de ces réalités-là, ça peut faire mal, mais c'est aussi nécessaire. Oui, c'est nécessaire dans de façon de pas rester dans sa bulle. Et puis après, il y a pas uniquement, il y a pas que des choses douloureuses, il y a aussi plein de choses très, très belles. Plein d'humanité, ne serait-ce que ça. Oui. Non, ce que je disais, voilà, pour le libéralisme, c'est qu'effectivement, je pense que tous les pays du bloc de l'Est, et notamment la Yougoslavie, et d'une manière particulièrement violente, parce que ça a eu lieu dans le sillage d'une guerre très sanglante et fratricide, ça a été du pain béni et la purée pour le capitalisme ultralibéral sauvage qui arrivait dans des territoires vierges, en fait, et qui pouvait démanteler tout, s'arroger tout, détruire tout. Et non, ce qui me frappait dans notre auto-aveuglement, c'était des fois quand je présentais certaines de mes traductions en France, ou alors on retrouvait souvent dans des panels, voilà, écrire après le communisme, moi ce qui m'était hors de moi, parce que déjà c'est une simplification, et puis chaque communisme a été différent entre les pays, et en l'occurrence, le livre de mon auteur, comme le livre de d'autres participants à ce panel, ne parlait absolument pas de la période communiste, il parlait de la période après, de libéralisation mafieuse à tout va, et des déceptions causées par voilà, cette pseudo-démocratisation qui n'a pas forcément, qui a plus ou moins bien abouti dans différents secteurs. Moi, ça me stupéfiait, évidemment, mais ce démantèlement opéré par le capitalisme libéral, c'est ce qui nous attend. C'est juste que ça arrive un peu plus lentement que chez eux, parce que chez eux, c'était un champ de ruines. Et je pense que maintenant, peut-être qu'on commence à le voir, mais que chez certaines personnes, il y a encore ces œillères de non, ça n'arrive qu'ailleurs, chez les plus pauvres, chez ceux de l'Est, chez ceux du Sud, qui sont paresseux, basanés, mais alors que ça nous arrive à Pas la tous. preuve aujourd'hui, avec justement tous les nationalismes, etc., ne serait-ce que ça. Il semblerait, je suis désolée, je vais mal les prononcer, hein, je préviens d'avance, qu'il y ait une blague connue dans toute l'ex-Yougoslavie, je ne sais pas si c'est vrai, je l'ai lu comme ça, donc relatée par Jean-Arnaud Derens ou Derens dans un article de Le Temps du 28 juillet 2022 qui dit juste après la guerre, un client venu de Serbie entre dans un petit café de Sarajevo et demande un café. Le tenancier qui lit son journal ne daigne même pas lui répondre. Il se dit ah, c'est vrai que Kafa est la forme serbe, donc se rappelle le client. Pourrais-je avoir un cava? Pas plus de réaction du cafetier, mais oui, mais cava, c'est la forme croate. En Bosnie-Herzégovine, on dit cava. Il réitère sa demande avec ce terme et le patron baisse enfin son journal, mais puisqu'il n'y a pas d'eau. Alors je sais pas si c'est une blague qui est si connue que ça, mais comment navigue-t-on? Et donc la question c'était comment on navigue entre des langues proches, mais cependant pas identiques. Je connais pas forcément cette version-là, mais il y a plein de variations sur sur ce thème. Pour moi, c'est facile parce que moi, je traduis pas vers ces langues. C'est plus facile, c'est plus difficile pour mes collègues qui font dans le sens inverse et qui, du coup, comme, enfin, c'est une fois de plus la preuve que la langue est une question politique, doivent faire attention à respecter la pureté
la variante vers laquelle ils traduisent. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué pour eux parce qu'il y a ça. On va leur interdire d'employer certains mots. Pour moi, il s'agit juste de les comprendre et de les traduire en français. J'ai pas du tout de problème vu que j'ai vécu et voyagé dans les différentes zones et en fait, il y a des différences qui font qu'on identifie quand quelqu'un parle d'où il vient, mais bien qu'ils gênent la compréhension, certains mots sont pas les mêmes, mais bon, on les apprend très vite. Et puis finalement, de toute façon, au sein même du croate, par exemple, il y a une énorme variété de dialectes, donc et puis moi, je suis étrangère, donc je bénéficie d'une sorte d'immunité. Si je mélange un peu plusieurs variantes, moi, on n'en voudra pas parce que j'ai déjà fait l'effort parce que ça ne se n'est pas signe de mon origine ethnique. Ok, bon, du coup, Chloé, si on doit aussi un peu voilà, voir les perspectives d'avenir, moi j'avais quand même aussi une question importante. On peut se dire que c'est pas du tout un sujet, mais la question de l'intelligence artificielle se pose aujourd'hui à plusieurs endroits. Diane Meur disait déjà en 2019, là je vais la citer, en matière de traduction, on peut légitimement s'inquiéter de ce que deviendraient les cultures humaines et la pensée humaine le jour où tout échange interlinguistique serait confié à une intelligence artificielle. Il s'ensuivrait un cloisonnement et un repli sans précédent dans l'histoire, une histoire qui, aussi loin que remonte la mémoire écrite, repose sur la migration d'idées, d'usages et d'hommes, sur la fécondation du même par l'autre, sur des transferts, réinterprétations et réappropriations. Donc la traduction reste quand même un travail en principe sur mesure et de fond, face auquel l'IA devrait pouvoir ne pas représenter un danger. Mais dans un monde où le flux et les volumes sont priorisés, comment vous percevez cela? Donc, ça me terrifie. Enfin, l'IA me terrifie de manière générale. Je suis peut-être un peu aussi vieux jeu ou rétrograde sur certains aspects technologiques. Moi, je pense que la technologie me terrifie en général. Un aspect de la technologie. Et notamment l'intelligence artificielle, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a été assez con pour faire ça. Non, mais franchement, enfin, c'est vraiment creuser notre propre tombe. C'est pas faute d'avoir eu des centaines de livres et de films de science-fiction qui nous avertissent du moment où les robots dans les musées, en esclavage, mais bon, l'homme est con, il n'y a rien d'autre à ajouter. Mais moi, c'est vraiment une perspective que je trouve terrifiante. De toute façon, même comme tous les appareils intelligents, enfin, j'avais première fois que j'avais des pubs sur le frigo connecté qui vous avertit quand il n'y a plus assez de lait. Enfin, moi, ça me glace complètement. Après, en littérature, j'ose espérer que l'IA ne va pas pouvoir nous remplacer tout de suite. Moi, dans l'immédiat, peut-être naïvement, j'ai pas peur tout de suite que de l'IA pour le type de traduction que je fais. Bon, souvent, c'est des textes complexes et puis depuis des langues qui sont quand même un petit peu moins bien référencées avec toute une variété de dialectes, etc. Mais j'ai plutôt peur du repli identitaire à l'heure actuelle. Bien sûr. Mais même ce travail d'interprétation qu'on a pu évoquer avant, est-ce qu'une machine peut le faire? Il y a une dimension humaine quand même très forte, hein. Au-delà du travail de remplacer un mot par un autre, par son équivalent dans une autre langue, il y a un travail humain. Il y a un impact humain, une touche humaine. Oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, le seul argument est économique, en fait. Je comprends pas qu'on puisse envisager de faire autrement. Enfin, je sais que certaines personnes le font déjà. Enfin, essayer de remplacer leur traducteur par les miens. Ça m'a vraiment soufflé. Je sais que c'était arrivé à une collègue qui elle traduisait de la romance où elle a été remplacée par les miens. Alors, sachant qu'en plus, pour en avoir parlé avec toutes mes collègues qui ont été traduire de la romance comme Matt Dubord ou les épinards, l'original est tellement mal écrit qu'en fait, elles réécrivent le livre en entier. Donc, fait par lui, moi, je demande à voir. Parce que contrairement à ce qu'on croit, traduire un mauvais texte est encore beaucoup plus difficile que de traduire un bon texte. C'est sûr. Et est-ce que Chloé, on va mettre une touche un petit peu plus positive. Est-ce que vous avez un rêve ou un projet particulier que vous aimeriez accomplir dans votre carrière de traductrice? Est-ce qu'il y a un livre, par exemple, que vous rêveriez de traduire? Je sais pas si j'ai un grand rêve comme ça. Il y a peut-être des livres que j'aurais aimé traduire qui le sont déjà. En tout cas, il y a des auteurs que j'ai déjà traduits, que j'aimerais continuer à traduire. D'autres pour lesquels je sais que ça va être compliqué. Notamment un où j'ai traduit un livre d'Ekim Seranovic, mais qui malheureusement est décédé entre-temps. Et dès qu'il décède, c'est compliqué. Des classiques comme ça, peut-être contemporains, dont seulement certaines œuvres ont été traduites ou pas du tout, et que j'aimerais traduire comme Mirko Kovac ou Milan Milicic, ou voilà, dès qu'ils sont décédés, c'est plus compliqué. J'aimerais pouvoir traduire peut-être plus de poésie, ce qui est encore plus difficile à placer que, que les romans. Et j'aimerais aussi peut-être que cesse cet éternel
racisme injustifié à l'égard des nouvelles. C'était des nouvelles très bien que j'aimerais bien traduire. Bah, moi, j'adore ça. Et Chloé, pour finir, je construis pour les auditeurs et auditrices une liste de lectures thématiques en lien avec ce podcast. Et donc, je voulais vous demander des suggestions de livres ou d'auteurs, autrices, des Balkans qu'il faut absolument lire. S'il fallait en retenir 3, en général, j'en demande 3, c'est pas facile, je sais. Votre top 3, ce serait quoi? Oui, c'est vraiment pas facile. Ouais, et ça dépend si on parle des classiques contemporains ou de personnes plus récentes. Mais bon, dans les indispensables, s'il faut me faire un choix, et là, dans les monuments un petit peu de la région, moi, je pense qu'il faut lire Milorad Pavic, qui a été surnommé le Borges des Balkans, qui est pareil ou quelqu'un que j'aurais aimé traduire, mais qui l'est déjà. Danilo Kish, voilà, tous les deux ont été traduits par d'estimés collègues à moi, qui est vraiment un classique contemporain. Et puis, moi, ma classique contemporaine que j'ai traduite, c'est Dubravka Urušić, et je pense qu'il faut vraiment la lire. Mais après, moi, j'adore tous les livres que j'ai traduits, et il y en a plein que je n'ai pas traduits. Dans les non-serbo-croates, je pense vraiment que Cartarescu est un immense monument littéraire et qu'il faut le lire aussi. Bah, merci beaucoup Chloé pour ces suggestions que je partagerai après sur les réseaux. Merci infiniment, encore une fois, vraiment. Bah, déjà d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé avec nous tout ce que vous avez pu partager. Il y a beaucoup de choses importantes que vous avez dites au-delà du travail de traduction. Merci aussi de faire le travail que vous faites. Je vous l'ai dit, je maintiens, je le dis à tout le monde. J'adore lire ce que vous traduisez. Et j'attends d'ailleurs avec grande impatience les prochaines œuvres que vous allez nous offrir. Merci mille fois Chloé. Merci beaucoup. À vous auditeurs et auditrices, j'espère que cet entretien vous aura plu ou qu'il vous aura en tout cas apporté des outils de réflexion quant au regard que l'on peut porter sur la traduction. J'espère aussi qu'il vous aura donné envie de plonger dans les œuvres traduites par Chloé. Continuez à explorer, à lire et à découvrir les merveilles que la traduction littéraire de langue minorée, moins mise en avant que d'autres, mais ô combien riche, a à offrir. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.